Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Aigle Communication, votre chaîne panafricaine. Nouvelle session d'information sur Aigle Magazine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce journal, un rapport de l'ONU fait état de 1454 violations des droits humains au dernier trimestre. Majoritairement dans les zones sous contrôle du M23, la rébellion est accusée d'avoir exécuté 539 civils enrôlés des forces. 1454 personnes et poursuivi des enquêtes malgré les cessez-le-feu de Doha. L'armée congolaise a repris les bombardements alors que les pourparlers de paix piétinent. Condamnation de Joseph Kabila. La haute cour militaire a condamné l'ancien président par comicase à la peine de mort et à 34 milliards de dollars d'amende pour crimes graves dont l'insurrection, trahison et homicide. Bruno Tshibala a rejeté ces verdicts dénonçant un procès sans preuve solide et appelant à la réconciliation nationale pour préserver les acquis démocratiques. Et enfin, à Kinshasa, baisse des prix, les prix de plupart denrées alimentaires, le riz, maïs, sucre, huile, semoule et ciment connaissent une baisse sensible sur le marché dans la capitale, conséquence de l'impréhension du franc congolais face au dollar. Cette tendance est attribuée aux mesures de la Banque centrale et pourrait améliorer le pouvoir d'achat des ménages si elle se poursuit. Encore une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Restez branchés sur votre chaîne. Comme annoncé dans le titre, le M23 est de nouveau accusé d'être responsable de plusieurs exactions de le nord et sud Kivu, où il contrôle plusieurs agglomérations dans les villes de Goma et Bukavu. Dans un nouveau rapport publié ce jeudi 2 octobre portant sur la situation en République démocratique du Congo, l'ONU rapporte qu'au total, 1154 violations des droits humains ont été enregistrées dans les pays au cours de ces derniers trimestres, dont le plus grand pourcentage est déploré dans les zones sous occupation de l'AFC M23. Suivez. Les Nations Unies indiquent par exemple qu'au cours de cette période, au moins 539 civils ont été sommairement exécutés par la rébellion lors de ces opérations prétendues anti-FDLR dans les territoires de Rutshuru. Ces expéditions menées avec l'appui de l'armée rwandaise, précise l'organisation internationale, ont coûté la vie à au moins 325 civils, dont 52 femmes et 24 enfants massacrés dans le chefferie des Bichois, ces derniers ayant été soupçonnés d'être des éléments des FDLR. Par ailleurs, selon le même rapport, 1454 personnes ont été contraintes d'intégrer les rangs des combattants M23 et auraient même été envoyées dans les camps d'entraînement. L'ONU indique aussi que la rébellion a poursuivi des opérations de conquête des agglomérations à Walikale et Massissi en dépit du cessez-le-feu voulu par le processus de paix de Doha. Les rapports accablent ainsi le M23 alors que les tensions sont de nouveau vives sur les lignes de front, faute de résultats à Doha. Les deux belligérants ont repris les hostilités. L'aviation congolaise a même déjà repris les services à pilonner des positions rebelles depuis quelques jours. Ce jeudi 2 octobre, elle a visé des camps ennemis à Bachela et dans les territoires de Walikale. Sur le plan diplomatique et politique, les résistants tardent. Les derniers rounds de négociations de Doha a abouti à un compromis en faveur de la libération des prisonniers de la part et d'autres de l'entremise du Haut Commissariat pour des réfugiés, même si là encore les deux parties ne sont limitées qu'aux intentions. On poursuit dans une réaction partagée par nos sources ce jeudi 2 octobre 2025. L'ancien Premier ministre Bruno Tshibala a exprimé sa désapprobation à la condamnation par contumace de l'ancien président de la République Joseph Kabila à peine capitale par la haute cour militaire. Aucune preuve tangible, soutient-il, n'a été présentée pour attaquer les accusations portées contre l'ex-chef de l'État. Suivez. Aucune preuve n'a été présentée hormis des soupçons, a-t-il martelé, estime que ces procès à la condamnation à mort qui y découlent sont incontestablement contraires aux objectifs poursuivis par le pays, en particulier dans le contexte actuel de crise multiforme. L'absence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et l'impérieuse nécessité de rechercher et de retrouver la paix, mais la paix des braves en vue d'obtenir à la réconciliation nationale espérée.
intérêts. L'ancien chef du gouvernement déplore le fait que ce verdict vient fouler le pied à des acquis de la première alternance pacifique au sommet de l'État. Il a rappelé le rôle de Joseph Kabila dans le respect de la Constitution et de la promotion de la transition démocratique, soulignant que cet acte a fait une référence à un homme politique qui a fait honorer le Congo. Il fallait en tenir compte, a-t-il insisté, appelant à une approche inclusive pour l'avenir de la nation. C'est un cri dedans, je ne me partirai jamais, que c'est tous ensemble sans exclure personne réconciliés avec nous-mêmes que nous serions en mesure de bâtir, comme nous les chantons dans notre hymne national, que nous peuplerons ton sol et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Autrement dit, nous ferons du Congo le meilleur fleuron de l'Afrique au noir, a-t-il indiqué. Joseph Kabila a été condamné le 30 septembre dernier et été poursuivi pour plusieurs greffes, incluant participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel, trahison ainsi que viol et torture. La haute cour militaire l'a reconnu coupable de la majorité de ses chefs d'accusation, les condamnant à la peine capitale, une amende de 34 milliards de dollars américains au titre des dommages et intérêts. Il a toutefois écopé de 15 ans de servitude pénale pour les chefs des complots. Toujours dans ce journal, au terme de son péril dans le Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé les travaux de construction de la route de péage Kwilu-Ngongo-Kipungu. Il s'agit d'une nouvelle concession routière confiée par le gouvernement de la République au consortium China Corporation et Technovia. Ces projets structurants prévoient la modernisation des 6 km de pistes en terre transformées en route bituée à 2 voies, ainsi que la construction d'une port sec moderne à Kipungu, à la frontière avec l'Angola. Véritable corridor stratégique, cette infrastructure renforcera le rôle du Congo central comme porte d'entrée économique de la RDC. Suivez. Sur place, la chef du gouvernement a rendu un hommage appuyé au président de la République, initiateur de cette orientation stratégique. Elle a ensuite présenté à la population les ministres des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, qui l'accompagnent lors de cette péage. De leur côté, les usagers, notamment les taximens qui empruntent cette voie, ont salué cet enthousiasme des lancements de ces chantiers, comme indique l'un d'eux. Nous souffrons beaucoup lors de la saison de pluie avec les trous partout et de la boue pendant la saison sèche. Nous faisons face à la poussière. Nous sommes contents avec la première ministre qui a pris cette initiative de construire cette route. Ce projet de grande envergure est conçu pour une durée de 24 mois estimée à 160,38 millions de dollars, dont 20% du fonds propre du gouvernement de la République et 80 autres mobilisés à travers un prêt bancaire facilité par les consortiums Technovia. Outre la modernisation de l'axe principal, les projets intègrent la réhabilitation de la voirie urbaine de Kwilu-Ngongo et Mbanza-Ngongo ainsi que la construction à Kipungu d'infrastructures frontalières modernes, bâtiments logistiques, douaniers et administratifs destinés à fluidifier cette voie. La mise en service de cette route offrira une meilleure mobilité aux populations locales, réduira les coûts et le délai de transport entre la nationale numéro 1 et la frontière, tout en générant de nouvelles opportunités d'emploi pendant et après les travaux. Quittons le Congo central pour l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Sud Kivu, où l'Assemblée provinciale a procédé depuis le mercredi 1er octobre 2025 à l'ouverture de la session de septembre 2025 dans un contexte des conflits armés dans cette province. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans l'hémicycle provisoirement délocalisé à Uvira depuis février dernier. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale, Feston Kazeba, a souligné la gravité de la situation. Suivez. La session qui s'ouvre aujourd'hui est essentiellement budgétaire. Elle intervient dans un contexte particulièrement difficile où notre province du Sud Kivu est confrontée à des défis multiformes, sécuritaires, politiques, institutionnels, économiques qui interpellent notre sens des responsabilités, exigent des réponses urgentes.
concertée et courageuse, a-t-il déclaré. L'Assemblée provinciale a également réaffirmé son soutien au processus de paix en cours, notamment ceux de Washington et d'Ottawa, qu'elle considère comme essentiel pour mettre fin aux violences. Nous croyons au processus de Washington et d'Ottawa pour mettre fin à cette guerre injuste imposée par les ennemis de la paix. Ajouté Feston Kesseba, il a ensuite lancé un appel à l'unité et à la responsabilité collective. Nous lançons donc un appel à la responsabilité de toutes les institutions provinciales, sociétés civiles, confessions religieuses, forces vives, afin de travailler solidement et combattre toute instrumentalisation d'identitaires d'où qu'elles viennent. Depuis la prise de la ville de Bukavu par le rebelle de l'AFC M23, Uvira est devenue la capitale provinciale du Sud Kivu. L'Assemblée provinciale y cohabite désormais avec le gouvernement provincial dans cette ville située à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Autre chose, à présent, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba, a signé depuis le mercredi 1er octobre 2025 un accord qui porte sur une aide alimentaire d'une valeur de 2,6 millions de dollars américains octroyée à nature sous forme de riz thaïlandais dans le cadre de l'année fiscale 2025. D'après les communiqués de presse du ministère des Affaires étrangères, ces programmes s'inscrivent dans le cadre de l'aide publique au développement japonais fondé sur le principe de sécurité humanitaire qui vise à améliorer les conditions de vie des populations dont les plus vulnérables. Suivi. La ministre d'État, Thérèse Kaikomba, a dans son discours salué la constance et la profondeur de la coopération entre la RDC et le Japon. Les programmes 2025 illustrent une fois de plus la solidarité agissante du Japon envers la RDC. Cette assistance alimentaire ne répond pas seulement à une urgence humanitaire, elle participe également à la reconstruction sociale et économique de notre pays. C'est un geste concret de fraternité et de confiance mutuelle, a-t-elle expliqué. La ministre a également souligné que les produits livrés dans le cadre de ces programmes seront vendus pour générer des ressources qui financeront des projets communautaires à fort impact, contribuant ainsi au développement local. Cependant, elle a rappelé le résultat positif de la 9e édition tenue en août dernier à Yokohama, où les discussions bilatérales ont permis de renforcer des coopérations dans des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, l'économie et la santé. De son côté, l'ambassadeur du Japon en RDC a réaffirmé la volonté de son pays à continuer à accompagner la RDC dans ses efforts de développement. Le Japon est profondément engagé à soutenir les efforts de la RDC pour garantir la sécurité alimentaire, promouvoir le développement durable et bâtir une société résiliente. Le programme d'assistance alimentaire 2025 est l'expression concrète de notre attachement au concept de sécurité humaine, a-t-il déclaré. Il a aussi rappelé que ces programmes initiés en 2004 est l'un des piliers de la coopération bilatérale et qu'il continuera à évoluer pour répondre aux besoins du peuple congolais dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Et pour clore cette édition du journal, depuis quelques jours, Kinshasa observe une baisse de prix des produits de consommation courante, conséquence directe de l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Cette tendance confirmée par deux journalistes et a accompagné le ministre de l'économie dans une tournée de marché touche plusieurs produits essentiels: sucre, maïs, haricots, sel, ciment, lait, huile végétale, semoule, cossette, manioc et boîte de tomates. De baisses concrètes sur le marché. Suivez. Rond-point Gaba, point névralgique du commerce populaire. Les prix ont chuté de manière visible. Les sacs de riz de 50 kg est passé de 230 000 francs congolais à 117 000 francs congolais. La mazurette appelée écolo de maïs est passé de 3 500 à 2 200 francs congolais. Les sachets de sucre est désormais vendu à 15 000 francs ou 15 500 contre 18 000 auparavant. Les sacs de riz Lion de 25 kg est passé de 65 000 à 55
45 000. Les sacs de semoule est désormais vendu entre 47 000 et 49 000 selon le marque contre 65 000 francs congolais. Gisèle Antona, vendeuse au marché Ngaba, salue cette évolution. Confirmation au marché Zigida. Dans la commune de Kinshasa, au marché Zigida, les commerçants confirment également la baisse. Les sacs de riz bébé est passé de 65 000 francs à 59 000 francs. Les bidons d'huile Regina est passé de 32 000 francs à 29 000 francs congolais. Le paquet de cubes magiques est passé de 10 000 francs à 8 500 francs congolais. Les cartons de tomates Lyon est passé de 50 000 francs à 43 000 francs congolais. Les sacs de ciment gris est désormais vendu entre 26 000 francs et 27 000 francs contre 30 000 francs congolais. Il y a quelques jours, un contexte monétaire favorable. Sur le marché d'échange parallèle, les dollars américains s'échangent entre 25 000 et 26 000 francs congolais selon les zones. Cette baisse du taux est attribuée à l'intervention de la Banque centrale du Congo qui a absorbé une partie de la masse monétaire en circulation. Selon un économiste, des facteurs expliquent ces raffermissements. Une sortie nette de devises plus importante que les entrées, une réduction de la demande locale en dollars due à une ponction de la liquidité inférieure. Cette dynamique économique pourrait, si elle se maintient, contribuer à améliorer le pouvoir d'achat des Congolais et à freiner la vie chère. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'était tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Règle Magazine, votre chaîne. Merci.